Premier grand point, c'est évidemment l'approche bioclimatique. On va s'intéresser à connaître les qualités, les gisements même de gratuité. C'est vraiment ça qu'il y a sur le site. Est-ce que j'ai l'occasion d'aller chercher une couverture partielle de mes besoins de chauffage avec la course solaire? Quelle est ma rose des vents et de quelle manière j'y suis assujetti sur la parcelle? De sorte de se dire, il y a des moments de l'année probablement où je vais aller chercher le soleil direct pour réduire mes besoins de chauffage. Il y a des moments de l'année, on le comprend tous bien, où on va devoir se protéger de la course solaire pour réussir un confort d'été sans climatisation. Donc cette qualité d'enveloppe, d'évitement de parois froides, elle est fondamentale. C'est la sobriété énergétique. Il n'y a pas eu de dérive du tout de coût, c'est très maîtrisé malgré des qualités de matériaux, une certaine noblesse qu'on a pu choisir au global, assez inhabituelle à aujourd'hui en tout cas en bureau. On peut dire qu'on n'est pas plus cher en étant radicalement, en incorporant du biosourcé et du géosourcé très fortement. On ne veut pas faire tout ça pour rentrer dedans et déjà déplorer des manques de qualité. Bienvenue sur La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Julien Coeurdevet. Julien est ingénieur en éco-construction. Il a récemment réalisé le rêve de tout concepteur, à savoir concevoir et construire un projet pour y accueillir ses propres bureaux. Il nous présente avec quelles ambitions environnementales il a abordé ce projet, et il décrit les choix architecturaux, les matériaux et les systèmes qu'il a sélectionnés pour optimiser la performance énergétique et le confort des occupants. Enfin, il raconte comment s'est déroulé le chantier dans un contexte urbain contraignant et de tension sur l'approvisionnement de certaines matières premières. Je remercie Julien de m'avoir reçu dans ses nouveaux locaux et je vous invite, si vous écoutez cet épisode en audio, à découvrir les images du projet sur la vidéo dédiée sur la chaîne YouTube de La Case Robinson. Dites-moi en commentaire si ce format d'interview vous plaît. Quant à moi, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Julien. Bonjour François-Xavier. Merci de me recevoir dans tes locaux, ici, pour ce nouvel épisode du podcast La Case Robinson. Aujourd'hui, on va parler d'éco-construction, avec la casquette de concepteur et de technicien que tu as, puisque tu es ingénieur bâtiment. Et que notamment tu as réalisé ce magnifique projet avec ton équipe du bureau d'études 180 degrés ingénierie. Donc je voudrais qu'on aborde cette discussion en prenant cet exemple de réalisation de projet démonstrateur pour voir comment tu as fait avec ton équipe les différents choix de conception, les différents choix de systèmes, de matériaux pour aller vers une performance énergétique, une performance environnementale du projet, et pouvoir comme ça illustrer pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, comment on peut aborder un projet pour essayer de viser la meilleure performance possible. Très bien. Juste pour donner un petit peu de contexte, pour démarrer, comment toi, tu es venu à ce métier d'ingénieur bâtiment, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, et notamment sur l'aspect éco-construction qui est pas forcément la voie tracée initiale pour des personnes de nos générations. Qu'est-ce qui t'a mis le pied là-dedans ? J'ai toujours été un peu sensible aux questions, je dirais, de protection de la nature et choix de matériaux. Je jouais avec le bois très tôt, avec les choses modulaires, il y a hyper longtemps, quand j'étais tout petit. Je me suis intéressé à la protection de la nature. J'étais abonné à une revue quand j'étais enfant déjà, spécialisée. Et puis ensuite, j'ai fait une école de BTP, mais qui n'était pas du tout spécialisée. Une école d'ingénieur des travaux de la construction qui était très axée direction de chantier,
Et mes premières expériences professionnelles étaient assez conventionnelles dans le monde du BTP, en termes de matériaux, d'approches énergétiques, etc. Et c'est lors d'une opération à partir de 2003 que je me suis posé les questions sur les impacts lourds sur l'environnement, sur la santé des opérations, et que je me suis intéressé auprès de spécialistes à ces questions-là. J'ai pu, dès 2003, m'insérer, m'ajouter à un voyage d'études dans un Länder autrichien qui est un peu réputé pour être un hub mondial de l'éco-construction. Ça s'appelle le Vorarlberg. Et j'y suis allé avec le Comité national de développement du bois et Dominique Gauzin-Muller. On était 41. Et j'ai pu baigner 4 jours avec des spécialistes, moi très 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 novice. Mais ça a été vraiment un moment lanceur. À partir de là, j'ai vraiment su qu'il fallait pas lâcher cet axe-là. Dans les années suivantes, j'ai déménagé, je suis retourné habiter à l'étranger plusieurs fois. J'ai à chaque fois cherché des collaborations ou des rencontres avec des spécialistes qui allaient de la biologie à l'éco-construction, l'architecture bioclimatique, jusqu'à trouver enfin en 2009 une spécialisation qui s'appelait qualité environnementale du bâti et de l'urbanisme, que j'ai faite à Lyon. Et à partir de là, j'ai travaillé vraiment en ingénierie dans ce domaine-là depuis 2010. Ok, donc on va voir comment tu appliques du coup ton expertise et tes compétences dans l'appréhension et la gestion et la conception d'un projet avec ce projet démonstrateur dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent il y aura des vidéos, des images qui viendront illustrer le propos de Julien pour montrer les différentes innovations, les différentes techniques qui sont mises en œuvre dans ce projet. Et avant de rentrer dans le détail du projet, c'est intéressant, je trouve ton bureau d'études, il s'appelle 180 degrés ingénierie. C'est assez vocateur en soi, mais est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi ce nom en particulier? En fait, quand j'ai pensé le projet, j'avais travaillé auparavant dans 5 structures précédemment, de typologies très différentes, d'échelles différentes, des immenses groupes et des sociétés plus petites. Et j'ai trouvé, lorsque je me suis senti motivé et prêt pour tenter un projet sur mesure, j'ai trouvé qu'il fallait pas faire comme beaucoup d'endroits que j'avais connus avant. J'ai trouvé qu'il y avait un manque dans les propositions de services, de prestations de services actuellement. Et on l'a vraiment défini absolument sur mesure, sur l'analyse de ce qui semblait manquer jusqu'à là. D'où un peu 180 degrés, on peut comprendre un changement de cap, c'est très certain. C'est ce qui est nécessaire aujourd'hui dans le BTP, la prise de conscience de sa part de responsabilité dans la contribution au dérèglement climatique, à l'épuisement de ressources, à la production de déchets, à l'effondrement de la biodiversité. Et deuxième volet qui me plaisait dans 180 degrés, c'était une curiosité, une ouverture, un champ de vision large, tous azimuts. Mais on va voir du coup comment on peut néanmoins, malgré effectivement un secteur d'activité, le bâtiment, qui peut avoir un impact et qui a un impact majeur sur les ressources naturelles, sur la consommation d'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre, comment on peut néanmoins aujourd'hui faire des projets qui ont du sens, qui sont vertueux, qui minimisent leur impact. Et je rappelle que le projet dans lequel nous sommes, c'est un projet, un bâtiment de bureaux en ville, donc ça se trouve à Bordeaux, donc en tissu urbain, donc avec pas mal de complexité, de contraintes extérieures liées au site sur lequel on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et néanmoins, on va voir qu'on peut faire des choses très intéressantes avec une réflexion chronologique depuis l'appréhension du site, à la conception architecturale, puis le choix des matériaux, puis le choix des systèmes en fonction des matériaux justement qu'on a pu choisir. Et que mis bout à bout, toute cette réflexion permet d'avoir un résultat qui est d'une part très agréable à vivre et aussi très performant au niveau énergétique environnemental. Donc on va développer tout ça. Alors au démarrage de ce projet, quel était finalement tout simplement le cahier des charges initial? Quelles ambitions tu avais?
Et notamment, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, au démarrage de projet, on peut avoir beaucoup d'ambition, on peut avoir plein d'envie pour aller très loin dans un objectif de performance énergétique, environnementale, de confort. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la conception, du chantier, on peut avoir tendance à devoir raboter certaines ambitions, mais on va voir que parfois ces ambitions peuvent tenir aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, dans un premier temps, quels étaient finalement les besoins et le cahier des charges du projet? Le projet, au départ, répondait à un besoin de deux porteurs de projets de sociétés différentes. Donc, mon équipe et moi-même, bureau d'études. Donc, on avait cette curiosité à faire un projet manifeste un peu, à pouvoir tester des choses qu'on fait dans nos opérations ou même aller un peu plus loin en faisant des choses qu'on n'a pas encore réussi à faire dans des opérations qu'on a. Et on a joint nos forces avec une société qui est paysagiste et jardinier, qui avait besoin de circuler dans la métropole de Bordeaux plutôt en vélo cargo pour pas s'assujettir aux problèmes de circulation qui sont un peu rencontrés pour le moment assez fortement dans Bordeaux. Pour les artisans, c'est quand même un vrai sujet. Et donc, ils avaient besoin d'un espace, je dirais, de l'ordre d'une cour technique, pouvoir recevoir du matériel, des plantes et de la terre et la faire circuler après. Et puis, il y a des vélos cargo, des remorques, etc. Donc, on a réuni nos forces. Ils avaient aussi envie de faire un projet un peu démonstrateur sur le végétal, sur le plan paysager. Et on est allé chercher donc les compétences d'architecte qu'on connaissait déjà bien. On avait vraiment besoin évidemment de l'acuité, le professionnalisme de l'architecte. Une agence qui s'appelle Besson Bolls, avec qui on avait, nous, réalisé déjà des projets auparavant. Et on a travaillé avec, comme tu le disais, la complexité d'une parcelle un peu longue, un peu exiguë, la réalisation d'un chantier en milieu urbain avec assez peu de place à l'extérieur. On a imaginé un projet doté de toutes les qualités qu'on souhaitait y voir, avec en plus un souhait de travailler avec des phases de chantier préfabriquées, pour avoir une montée de l'ouvrage avec des opérations assez rapides, pas trop impactantes pour le voisinage. Et aussi, c'est une autre marotte chez nous de travailler avec les filières locales. Donc les filières locales sur Bordeaux, est-ce que tu peux les citer? C'est par rapport aux matériaux notamment? Oui, alors par rapport aux matériaux notamment, et aux artisans, je dirais, hein, il y a ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce côté identification des forces en présence dans un projet, moins acheter de produits normés, conventionnels, qui auraient fait parfois des grandes distances avec un transport carboné, et plutôt travailler au maximum avec des produits locaux et des savoir-faire locaux. On a la chance dans notre métier d'avoir identifié préalablement pas mal je dirais, on a fait un espèce de sourcing, un repérage de ces forces vives localement, et on a travaillé pour la partie isolation avec un produit innovant français, la paille hachée. On a travaillé avec des fibres de bois, des panneaux en fibres de bois qui sont réalisés par une entreprise pas loin d'ici, dans le Lot-et-Garonne. On a travaillé au sol parfois avec de la pierre calcaire qui est proposée, que l'on trouve en Charente, tout près d'ici, à moins de 60 km. Donc l'ensemble, dès qu'on a pu, on a travaillé de cette forme-là. Ok, donc on reviendra après sur le détail du coup des matériaux. Si on revient sur l'aspect architectural, est-ce que tu peux nous décrire quel point d'attention tu as voulu tenir et sur lequel tu as porté ton attention dans la conception architecturale, la morphologie du bâtiment, pour, dès cette forme, donner déjà de la performance intrinsèque au bâti par rapport à l'exposition au soleil, je suppose, et des choses comme ça. Pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ces sujets, sur quel point il faut faire attention pour se donner de meilleures chances d'avoir des faibles besoins? Oui, je vois le premier grand point, c'est évidemment l'approche bioclimatique. On va s'intéresser à connaître les qualités, les gisements même de gratuité
C'est vraiment ça qu'il y a sur le site. Est-ce que j'ai l'occasion d'aller chercher une couverture partielle de mes besoins de chauffage avec la course solaire, donc orientation de la parcelle? Quelle est ma rose des vents et de quelle manière j'y suis assujetti sur la parcelle, de sorte de se dire, il y a des moments de l'année probablement où je vais aller chercher le soleil direct pour réduire mes besoins de chauffage. Il y a des moments de l'année, on le comprend tous bien, où on va devoir se protéger de la course solaire pour réussir un confort d'été sans climatisation, qui, je fais une parenthèse, est très contributrice de l'effet de serre. La climatisation conventionnelle est très émettrice de gaz à effet de serre. Donc elle contribue à la suite du dérèglement climatique, on veut s'y opposer. Et là, il y a des moments où et le vent est bénéfique et le soleil aussi. Voilà, le vent, on va aller le chercher par exemple pour aider à décharger la chaleur à l'intérieur du bâtiment en mi-saison et l'été. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on a travaillé prioritairement sur une analyse de ces qualités-là sur la parcelle. On a identifié si on avait des nuisances aussi. Elles peuvent rentrer en conception. Est-ce que j'ai trop de bruit urbain, ferroviaire, routier? Est-ce que j'ai trop d'air pollué proche qui va m'empêcher à faire certaines stratégies? Et donc le projet est inséré dans ce cadre-là et on a ensuite travaillé sur les qualités qu'on voulait apporter à chaque espace. Il n'y a pas forcément qu'une façade sud. Là, on en a créé une deuxième en évidant le projet. La parcelle est assez longue, elle se déploie du sud au nord. On avait donc la chance d'avoir un peu de façade sud. On l'a beaucoup utilisé en développant trois niveaux. On a recréé une façade sud en créant un patio et on a 2 façades nord du coup. Et puis on n'a pas d'opportunité d'avoir trop d'ouverture à l'est et à l'ouest parce qu'on est directement sur les voisins, sauf au 2e étage où on a fait un recul pour faire une terrasse végétalisée. Et là, on a trouvé la seule façade est du projet. Ok, super. Donc je mettrai des images et des illustrations aussi dans la vidéo qui sera sur la chaîne YouTube pour illustrer ce que tu viens de dire. Effectivement, cette morphologie particulière du projet qui après profite aux espaces. Si on déroule par rapport au mode constructif et aux matériaux qui ont été choisis, est-ce que tu peux nous les décrire depuis les fondations jusqu'à la toiture? Alors on a souhaité, donc partant de tout en bas, on a malgré un projet léger qui est massivement en bois, on avait quand même des fondations un peu profondes. On est sur un sol de mauvaise qualité. On a dû faire des micropieux à 24 mètres de profondeur. On a posé dessus un bâtiment qu'on voulait le moins carboné possible, parce que la lutte contre la contribution carbone, elle est faite dès la phase constructive, évidemment, dans les choix constructifs, très, très fort contributeurs, mais également en phase d'exploitation. On va chercher également à s'assurer qu'en phase d'exploitation, on n'a pas de contribution à l'effet de serre par nos systèmes de chauffage, de production d'électricité ou autres. Donc, dans la phase constructive, on a limité le béton armé au minimum. On était sujet dans la rue là, à une cote d'inondabilité. On a préféré, jusqu'à cette cote d'inondation qui était à 75 cm quand même par rapport au trottoir extérieur, on a réalisé des ouvrages en béton. On a choisi un mélange de béton relativement bas carbone. À partir de cet ouvrage béton, on est totalement sur un projet absolument en ossature bois qui a été préfabriqué. Et jusqu'en haut, on n'est que en bois. On est allé l'isoler avec des matériaux biosourcés pour atteindre une thermique d'hiver et une thermique d'été très favorable. Ce sont des matériaux qui savent déphaser et amortir la chaleur du soleil très efficacement et éviter la climatisation. Les façades sont faites de 6 cm de fibres de bois denses. Et ensuite, on a insufflé dans des panneaux, on a insufflé de la paille hachée avec une densité très élevée, qui est 110 km3. L'ensemble nous permet d'atteindre une résistance thermique de 6,6. Ensuite, en toiture, on a choisi d'isoler avec 33 cm de fibres de bois, 30 posés en panneaux semi-rigides et 3 cm et demi dans des petits panneaux par pluie. Et cette coquille et cette carapace permet de faire le fameux bouclier solaire dont on a besoin à présent dans la région pour lutter contre les inconforts d'été. Alors je précise aussi,
Tu citais la paille hachée que tu as utilisée en insufflation dans les murs Saturbois. Pour les personnes qui s'intéressent, il y a un épisode du podcast sur ce sujet où j'ai interviewé Nicolas Rabuel, qui est une des personnes qui travaille dans la coopérative Yellow, qui développe ce procédé de paille hachée qu'on peut utiliser en vrac, en insufflation comme ça dans des projets de construction. Et notamment, c'est intéressant dans des projets de construction en milieu urbain où les bottes de paille sont moins faciles à manipuler, à mettre en œuvre sur ce type de projet. C'est là que la paille hachée, moi je trouve, est intéressante et pertinente ouais. pour pouvoir les utiliser en insufflation. D'ailleurs, l'opération a été assez rapide ici. En 1 jour et demi, on avait tout insufflé. On a pu positionner l'insuffleuse sur un camion de location qui était garé le long du trottoir. On peut aller jusqu'à 25 mètres avec le conduit d'insufflation. Il y a une petite organisation pour alimenter l'insuffleuse en bas et l'ensemble des caissons ont été insufflés en 1 jour et demi. Et c'était assez redoutablement efficace. Il n'y a pas grand-chose qui aurait atteint la même rapidité en fait. Donc toujours sur cette coquille, enfin sur cette coque, cette enveloppe du bâtiment, tu as parlé de l'isolation. En termes de revêtement extérieur, quels choix ont été faits et pourquoi? Alors on a choisi des revêtements toujours qui respectaient déjà la migration de vapeur d'eau vers l'extérieur. On doit toujours s'assurer que toute apparition possible de vapeur d'eau, de points de rosée au cœur de la paroi puisse se dissiper vers l'extérieur. Donc on fait très attention à ces règles que les filières biosourcées, géosourcées connaissent bien à présent. Les artisans aussi, on fait très attention à ça. Ensuite, ce sont les architectes qui nous ont proposé de revêtir le bâtiment sur les façades, je dirais, mitoyennes en bardage bois. Et toutes les autres façades, nord-sud, nord-sud, sont en enduit sur panneaux de fibre de bois, sur panneaux pare-pluie de fibre de bois, en enduit directement, qui incorpore une partie de chaux pour ne pas être trop fermé à la vapeur d'eau. Et l'autre point important lorsqu'on est encore dans la conception de l'enveloppe extérieure, c'est la décision sur la proportion de vitrage de menuiserie extérieure qu'on met en façade. Il faut vraiment avoir en tête aujourd'hui que des très fortes proportions de vitrage vont vous rendre sujet aux surchauffes de manière irrémédiable. Attention, même en protégeant un vitrage par l'extérieur, on est sujet aux surchauffes, donc on a fait assez attention à ça. Évidemment, on cherche quand même à aller chercher des qualités d'usage, on veut voir l'extérieur, on a besoin d'éclairement naturel, on voulait irriguer fortement les espaces en éclairement naturel, donc la position des vitrages, la nature, on les a calculés et modélisés, la position de lumière zénitale à certains endroits, il y a un endroit où on a inséré une fenêtre de toit, pour apporter une lumière zénitale qui manquait par les façades. Il y a un endroit où on a installé un conduit de lumière, à un endroit aussi qui ne bénéficiait pas directement des baies de façade. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un conduit de lumière? Comment ça fonctionne? Un conduit de lumière, c'est un conduit qui va aller avoir un petit dôme de prise de lumière en toiture au niveau vraiment de la couverture. Un petit dôme en polyacrylate qui est vraiment de petite dimension. On a choisi un diamètre de 25 cm, le plus petit modèle, parce que c'est très vite efficace. Il faut savoir qu'en zénital, on exploite la voûte céleste directement et on n'a pas du tout besoin des mêmes surfaces de vitrage qu'en vertical. Et donc c'est très vite efficace. C'est ensuite, il y a un transport de la lumière au sein d'un conduit qui est en inox polymiroir, qui reflète au maximum sans la perdre le gisement lumineux qu'on est allé chercher grâce au dôme en toiture. On peut traverser 10 mètres avec différents manchons, différentes rallonges. Et ensuite, à l'intérieur, vous le verrez, je pense, sur les images, on aura un petit dôme de diffusion qui ressemble à une lumière artificielle, en fait, et qui est très, très efficace. Et qui permet, du coup, de venir éclairer naturellement des locaux aveugles ou des endroits qui seraient à distance importante des façades et qui ne pourraient pas bénéficier d'éclairage naturel par les baies classiques. Et au niveau toujours des menuiseries, quel type de menuiserie tu as choisi? Pourquoi? Quel matériau? Alors on a choisi de travailler avec des menuiseries bois pour leur, je dirais, impact carbone,
mais également pour leur qualité thermique. On atteint même dans les cadres je dirais une qualité d'isolation qui est vraiment importante. Il y a un côté chaleureux également d'agrément pour l'occupant qui est indéniable. On a travaillé avec un menuisier qu'on connaissait déjà par le passé, qui travaille avec des quincailleries de qualité également. On a travaillé ensuite des remplissages vitrés de bonne qualité, qui sont des très bons doubles vitrages qu'on trouve aujourd'hui, qui vous donne un UG de 1 pour les connaisseurs. On est resté pour information en vitrage clair partout dans le projet. On a pu se le permettre parce que les ratios de vitrage étaient mesurés. Quelquefois, on est allé protéger par l'extérieur. Et puis, la qualité du projet, de sa stabilisation hygrothermique apportée par le ratio de vitrage raisonnable et la qualité des parties pleines, toutes les façades et les toitures, permet de ne pas aller chercher d'autres artifices. Ensuite, ce qui était important sur les menuiseries, c'était leur mode d'ouverture. On est allé les solliciter pour rendre le bâtiment ouvert à l'air pendant des moments de l'année qui sont très importants, ce qui peut aider à compléter le renouvellement intérieur de l'air, mais aussi à votre stratégie de confort d'été passif. On va pouvoir parler, je pense, de l'inertie, et cette inertie est activée par des fils d'air traversant de façade à façade. Oui, donc les menuiseries sont pour la plupart munies de parties ouvrantes, oscillobattantes généralement, qui permettent d'ouvrir un petit peu la baie pour laisser passer de l'air, notamment pour faire de la ventilation nocturne. Peut-être juste, tu parlais de vitrage clair pour les personnes à qui ça ne parle pas forcément, préciser l'intérêt d'avoir un vitrage clair et à quel type d'autres vitrages ça s'oppose et à quoi ça sert. Oui, alors les vitrages clairs sont ceux qu'on va rencontrer couramment en logement. En gros, si vous ne demandez rien de spécial, probablement on va vous équiper d'un vitrage clair. Il est intéressant parce qu'il est travaillé pour, je dirais, il conserve une transmission lumineuse vraiment élevée et c'est un vitrage auquel on ne demande pas de filtrer une partie de rayonnement solaire intrinsèquement. Dans des projets je dirais, de tertiaire, de bureaux, d'enseignement, on a plus d'apport interne, plus de charge interne par l'occupation, parce qu'il y a beaucoup de gens dans une salle de classe, il y a beaucoup d'occupants dans un bureau. On va faire attention, alors là on n'est pas encore très dense dans ce bureau-là, mais on va faire attention à parfois, surtout si l'architecte a trop vitré, on va devoir commencer à travailler des vitrages qui sont intrinsèquement déjà un peu plus autoprotecteurs. Ce qui ne va pas vous dédouaner des fois d'avoir besoin de quelque chose extérieur, une casquette, un débord de toit, toute autre disposition solaire, store, brise-soleil, volet. Mais parfois c'est nécessaire d'avoir recours à ça, mais assez peu en logement. Et l'inconvénient des vitrages solaires, c'est que ça protège du solaire, mais comme les lunettes de soleil, ça aussi limite un petit peu la transmission de lumière naturelle dans la pièce, et du coup ça diminue potentiellement. La partie éclairement naturelle qu'on est en train d'essayer de préserver, ouais, c'est sûr, exactement. Alors, on parlera après peut-être des notions de confort général par rapport à ce qui était prévu, et puis ce qui est aussi ressenti maintenant que vous occupez les locaux depuis plusieurs mois. C'est intéressant d'avoir le retour d'expérience. Si on vient à l'intérieur des différentes pièces, quel choix de matériaux a été fait sur les revêtements, au sol, au niveau mural aussi? Et pour quel objectif, quelle propriété ces choix ont été faits? Alors on a décidé en mural et en plafond de garder les panneaux bois qui avaient été installés par le charpentier, non doublés. C'est des panneaux d'OSB. Ils sont peints et ils contribuent à l'étanchéité à l'air, donc ils ont tout un tas de raccords à l'étanchéité à l'air, mais ils ne sont pas doublés. On a décidé ça pour une question un peu de frugalité. On était intéressé de ne pas rajouter des couches tout le temps, doubler. Il y a un impact aussi acoustique parfois quand on a des doublages creux, donc on a essayé de limiter les panneaux classiques de carton plâtre ou quoi que ce soit. On n'en a quasiment pas, un petit peu qui enveloppent des toilettes dans les étages de bureau, mais rien d'autre. Sinon, on a choisi beaucoup d'apports muraux, d'apports d'inertie. On avait besoin de matière minérale qui fait défaut dans un bâtiment bois.
Donc on a ajouté de la matière minérale qui va nous éviter de climatiser et nous stabiliser notre température, notre chaleur, qu'elle soit issue du soleil ou de la biomasse. On va pouvoir en profiter longuement après, je dirais, la course solaire ou après une flambée dans le poêle à granulés. On va profiter de cette chaleur parce qu'elle se sera stockée dans je dirais l'apport inertiel. Et cet apport inertiel, on l'a fait alors tout en bas ici dans la pièce où on est par la pierre au sol et un enduit terre qu'on va pouvoir montrer tout à l'heure en mural, mais c'est assez peu épais. Mais on savait aussi qu'au rez-de-chaussée, on était très clairement peu sujet aux surchauffes. On s'est intéressé en revanche à renforcer fortement l'inertie dans les étages supérieurs, ou encore, on n'a pas de béton armé, on n'a pas de pierre à la base, on n'avait pas de chaux, on n'a pas de plancher lourd. Donc on est allé apporter cette inertie. Attention, en négociant dûment, en informant dûment le bureau d'études structure qu'on allait rapporter de la charge lourde à certains endroits bien définis. Il nous a dit « Ok, mais faites-le contre les façades ». Donc on a posé des briques de terre crue qui s'appellent des adobes. C'est une certaine technique très frugale, très artisanale, qui est vernaculaire. Elle existe depuis très longtemps et on les a réalisés, ces adobes, en chantier participatif, on pourra en parler tout à l'heure, et on les a mises dans les façades mitoyennes pour apporter cette inertie. L'autre point, cette inertie pour être efficace, l'été va être aussi en ligne directe des fils conducteurs de l'air. Et donc, on a inséré des ouvrants dédiés à la décharge nocturne de façade à façade. Ok, très bien. Donc, tu parlais des revêtements de sol. Sur certains niveaux, tu as mis en œuvre aussi une sorte de parquet, avec un mode constructif aussi qui est intéressant pour résoudre certains sujets, notamment de transmission phonique, acoustique. Est-ce que tu peux nous présenter ? Oui, alors dans les planchers intermédiaires, on avait une très forte contrainte de hauteur. On était contraint pour glisser 3 niveaux entre la cote d'inondation et le prospect, les autorisations PLU, on va dire. On a cherché à faire un complexe de plancher intermédiaire le plus fin possible. On a donc opté pour réaliser au-dessus du panneau bois de plancher posé par le charpentier, qui était un OSB en 18 mm, on est allé travailler en chape sèche et une finition très fine en bois massif. En fait, la chape sèche, c'est un procédé proposé qui est flottante sur un résilient acoustique, qui est en fibre de bois, 20 mm de fibre de bois qui aide à résoudre les bruits d'impact, 20 mm de chape sèche en 2 lits de 10 mm qui sont croisés, collés, vissés. Et par-dessus, pour être le plus fin possible, on est allé mettre en œuvre un plancher chêne massif sur champ, mais qui est directement collé sur la chape sèche de Fermacell. Ouais, je mettrai des images, le rendu est très, très sympa. Et ça permet aussi d'avoir une bonne durabilité au poinçonnement ou ce type de pression qu'il peut y avoir, notamment dans des locaux comme ça de tertiaire. Sur les murs, quelle finition vous avez choisi ? Est-ce que vous avez choisi certains types d'enduits, certaines peintures ? Pourquoi l'un ou l'autre ? Et quels sont leurs intérêts ? Alors les murs, donc j'évoquais tout à l'heure qu'on a gardé beaucoup de panneaux en OSB sans doublage. On est allé appliquer des peintures par-dessus qui sont en 3 couches avec un primaire d'accrochage et ensuite 2 couches de peinture naturelle qu'on a trouvé ici localement, qu'on a trouvé chez Color Rare où on se fournit régulièrement pour des peintures enduits de qualité naturelle, pigments naturels, etc. Très bien. Et il y a aussi un procédé de torchis sur un des pignons. Oui, alors dans les ouvrages terre, on a continué à travailler avec la même terre qui nous avait été fournie gracieusement, qui étaient des terres pas nobles, c'était des terres de déblai, de chantier. On a pu récupérer 6 mètres cubes au total et on en a fait plusieurs ouvrages, donc les adobes dont je parlais tout à l'heure, ensuite les jointoiements des adobes terre-sable, qu'on a fait une fois que les adobes avaient été séchés au soleil, il n'y a pas de cuisson évidemment.
Ensuite, on a pu réaliser les enduits terre sur les blocs de chaux chanvre qu'on va voir dans cette pièce ici. Sur les deux faces, côté vestiaire, douche, toilette, on a fait de l'enduit terre. Et côté salle commune, on a fait de l'enduit terre également, qui est un mélange terre-sable avec la même terre, mais elle est criblée. On a pu la tamiser pour éviter. Dans certains cas, on voulait conserver pour les adobes jusqu'à 10 mm de petits cailloux qui aident à faire ce squelette granulaire qui tient bien les adobes. Et dans d'autres cas, on a voulu un petit peu plus fin pour les enduits, par exemple. On a tamisé beaucoup plus fin à 3 mm. On a à nouveau utilisé cette terre pour faire un mélange, on va dire torchis, fibré avec la paille hachée qui nous restait là aussi de l'insufflation. On est allé récemment dans une pièce faire donc un mélange terre, sable, paille hachée. Sur un support qui était des canisses de roseau de Camargue qu'on a fixé mécaniquement sur l'OSB. On voulait apporter un corps minéral comme ça, qui va probablement requérir, quand le printemps va arriver à nouveau, c'est des saisons plus adéquates pour refaire des ouvrages terre. On va pouvoir faire une petite couche de finition plus régulière, bien recouvrir toute la fissuration et être plus lisse, mais toujours avec la même terre. Et l'intérêt d'utiliser la terre, déjà en termes d'aspect esthétique, c'est très beau, mais ses propriétés sont intéressantes pour quelles raisons? La terre nous intéresse déjà parce que forcément c'est un matériau qui peut être hyper local, je dirais même dans l'idéal, elle viendra de votre projet même, de ses fondations, de ses excavations. Ça nous est déjà arrivé pour des très gros projets, donc il faut systématiquement se poser en premier lieu la question, la terre sous mes pieds est-elle apte à faire des ouvrages terre? Et elle va dicter vos idées de faire du pisé, du torchis, de l'enduit, de la bauge, des chapes, etc. Elle va parler par sa qualité. Elle peut être amenée à être un peu améliorée par des adjonctions, mais c'est vraiment intéressant de se poser la question en premier lieu de cet usage, et il sera le plus local et le plus vertueux possible. Il y a ensuite une qualité forte, on l'a dit tout à l'heure, de ne pas incorporer ce besoin d'inertie par voie carbonée. C'est beaucoup moins carboné que le béton, c'est très certain. Il n'y a pas de cuisson non plus, hein. Il n'y a pas l'effet de décarbonation du ciment, mais il n'y a pas non plus de cuisson derrière. C'est une partie assez importante. Il y a aussi, on a vu lors de la réalisation sur chantier, un engouement très fort des gens à la mise en œuvre. Les gens passent toujours un moment vraiment agréable, c'est très fédérateur. Il y a quelque chose de très fort, je ne sais pas si ça évoque des choses de nos enfances, mais il y a quelque chose de très très fort qu'on a constaté systématiquement. C'est pourtant un peu ouvrageux, c'est vraiment des moments un peu physiques, hein. On a des seaux un peu lourds, il y a des travaux de tamisage, il y a des travaux de sélection, il y a des transports de matières premières un peu lourdes, on a besoin d'un peu de sable parfois, etc. Et la mise en œuvre est physique. Mais ça n'empêche que les gens aiment beaucoup le faire, et ça nous a permis dans les projets, que ce soit des projets professionnels, je veux dire pour des publics professionnels ou des grands projets publics ou du privé, de proposer des étapes de chantier participatif ou d'autoconstruction ou d'accompagnement. On a systématiquement fonctionné ici avec l'accompagnement de l'association Chapeau et Bottes, vraiment à chaque fois qu'on a fait un chantier participatif, et on en a encore un peu à faire ensemble. On attend les beaux jours, mais c'est important, ce sujet très fédérateur. Ensuite, il y a pourquoi je veux une finition terre dans un intérieur, qui soit bureau, école ou logement. Eh bien, on est intéressé par plusieurs aspects. Elle va donc contribuer à l'inertie thermique, à la stabilité des températures. Elle va contribuer très fortement, et là pour le coup plus que quoi que ce soit d'autre de minéral, à la régulation de l'humidité, de l'hygrométrie, de l'humidité dans l'air, très fortement. C'est un allié très important pour éviter les dérives de condensation, moisissure, tous les germes pathogènes qui sont liés à ça. Elle est très souvent intéressante pour l'acoustique. Il y a la microstructure qui va souvent vous apporter un ensemble très feutré, c'est très intéressant. Elle est vraiment réputée totalement, je dirais, propre vis-à-vis de son émission de polluants, donc la question de qualité de l'air intérieur. Et enfin, bon, elle va avoir un effet évidemment sur la lumière, elle a souvent un effet un peu mat,
Vous pouvez choisir de la rendre un peu plus satinée, mais elle est souvent mise mat. Donc ça a un effet sur l'éclairement naturel. Et ça nous intéresse maintenant de faire les calculs d'éclairement naturel en permettant aux architectes de choisir d'avoir des teintes ocre ou quoi. Mais voilà, on a livré des projets publics, des bâtiments collectifs où on laissait le choix aux preneurs de choisir une terre teinte ocre ou une terre beaucoup plus blanche. Parce qu'habituellement, on a tendance à faire des murs blancs pour réfléchir la lumière naturelle et maximiser l'ambiance lumineuse intérieure avec la terre, même s'il y a des argiles qui peuvent être assez claires. Souvent, c'est quand même un petit peu plus foncé, donc il faut intégrer aussi ce paramètre dans l'ambiance lumineuse. Dans les calculs, et si vous voulez permettre à l'architecte ou à l'habitant de rester dans des tons de matériaux bruts, de pierre, de bois, de terre, et c'est intéressant, si vous avez des études à mener, de faire les études d'éclairement naturel dès le départ, avec des teintes qui ne sont pas les plus favorables pour la réflexion lumineuse, plafond blanc, mur blanc, sol très clair. C'est intéressant de laisser le choix ultérieur à ça. Donc ça vous fait travailler un design de proportion, de baies un peu différent. On va passer au système. Parce que maintenant que cette morphologie a été optimisée, maintenant que les matériaux ont été aussi choisis pour leur performance thermique, pour leurs propriétés au niveau de l'inertie, au niveau de l'isolation. Il reste néanmoins parfois des besoins d'apport de chaleur, des besoins en électricité, en éclairage, en ventilation, en renouvellement d'air. Et du coup, dans ce projet-là, quel choix de système ont été faits? Et même question, pourquoi ce choix? Alors, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus besoin de grand-chose en système. Évidemment, quand vous mettez le paquet sur la qualité d'enveloppe et sa conception, vous avez comme ambition aussi de vous débarrasser du besoin de climatiser les espaces en été. Vous essayez de réduire drastiquement les besoins de chauffage et vous allez aussi vous assurer de cesser de sacrifier la santé sur l'autel de la performance énergétique. J'aime bien cette expression parce que ça nous fait... On va quand même s'attacher à apporter beaucoup d'air neuf à l'occupant pour des questions de santé. On suit ici d'ailleurs avec un petit mesureur la qualité de l'air intérieur. Il est là d'ailleurs. On suit un peu le dioxyde de carbone, le formaldéhyde, les particules fines et, en permanence. Et on s'attache à apporter l'air neuf nécessaire. Donc, ça nous amène à avoir choisi, dans notre cas, insérer de la ventilation mécanique quand même pour assurer l'apport d'air neuf en période de chauffage où ça serait contre-productif d'ouvrir directement les fenêtres quand il fait très froid dehors. On a choisi un système de renouvellement d'air qui nous offre une récupération de chaleur sur l'air extrait et en fait aussi récupération de fraîcheur en période caniculaire sur l'air extrait. C'est un procédé qui est assez peu appliqué, qui sont on peut dire des bouches murales. Il n'y a pas de gaine à installer. Ce sont des carottages muraux, de la ventilation de chaleur décentralisée, on peut dire. Elles sont connectées dans chaque espace 2 par 2. Elles communiquent entre elles et le ventilateur change de sens toutes les minutes 10, 70 secondes pour charger et décharger une pièce de récupération de chaleur qui est au milieu. Donc au moment où l'une des deux est en train d'inspirer, l'autre expulse de l'air. Et au bout de 70 secondes, qui est le temps nécessaire à recharger une petite pièce de récupération de chaleur en céramique de fraîcheur l'été ou de chaleur l'hiver, le moteur s'arrête, ça repasse dans l'autre sens. Et on est intéressé aussi parce qu'il n'y a pas de long linéaire de gaine. Ici, on était assez bas de plafond sur cette partie du projet. On aurait eu du mal à installer beaucoup de gaines. On est intéressé aussi parce que le changement des filtres est pratique. Il est à hauteur d'homme. Vous pouvez mettre cet appareil à l'intérieur à 1,60 m à peu près. Ça sera assez facile de changer la petite pastille du filtre intérieur. Très souvent oublié dans les autres projets. Quand vous avez quelque chose à faire dans les combles ou quoi, les gens ne le font pas. Il faut l'avoir en tête. Et cette récupération de chaleur
qui a un rendement de 88%, nous a permis de diminuer encore les besoins de chauffage. Déjà que l'enveloppe thermique était très performante en termes de résistance thermique. Donc en fait, on a installé quand même une diffusion de chauffage statique en poêle à granulés qui est programmable et régulable. Et comme on avait 3 niveaux empilés, on a choisi quand même un poêle canalisable, c'est-à-dire qu'il a quand même en mode soufflage 2 buses qui partent à l'arrière et qui envoient de l'air chauffé au premier étage et au deuxième étage avec une télécommande qui permet de choisir si on veut que le deuxième, que le premier, etc. Ce qui permet d'éviter d'avoir des émetteurs dans les autres pièces. Finalement, il n'y a que le poêle d'ailleurs qu'on peut apercevoir derrière moi. Ce poêle à bois qui produit la chaleur, oui. Et cette chaleur est diffusée dans tout le bâtiment, et il n'y a pas d'autres émetteurs de chaleur dans les pièces, il n'y a pas de radiateur. Voilà, ça nous a permis de pas du tout... En fait, la grande performance d'enveloppe vous permet de vous émanciper de ce qu'on a toujours connu, étude des déperditions locale par locale et de besoin d'apporter ici 2500 watts parce que je lutte contre la déperdition, là-bas 3000, etc. On peut se permettre de plus être du tout dans cette approche-là, de plus avoir autant de diffusion, de réseaux hydrauliques ou électriques partout. C'est beaucoup plus simple en fait. On a un point de production qui est unique et qui est suffisant. On parlera tout à l'heure un peu de l'aspect économique, mais juste par rapport à ce point aussi, d'avoir une bonne conception d'enveloppe, ça permet de s'affranchir de ce type d'émetteur dans chaque pièce, d'avoir moins de réseaux de chauffage aussi qui circulent dans le projet, et forcément c'est aussi des économies à la clé parce qu'on a moins de linéaires à tirer et moins de travail. Sur l'aspect de la production d'électricité, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu aussi à court terme? Alors, on a en besoin électrique, on a des besoins assez classiques de bureautique. On a des ordinateurs, 2 écrans, on charge, voilà, on a tous de plus en plus d'écrans et ça, on l'a pas ignoré. On le subit un peu comme tout le monde. Donc, il y a besoin électrique pour ça. Il y a une petite cuisine où il y a évidemment les appareils classiques aussi de cuisine. On a le poêle à granulés quand même connecté, mais c'est pas une grande consommation, c'est pour son fonctionnement automatisé, je dirais. Ensuite, on a les petites bouches de ventilation dont je parlais tout à l'heure qui ne consomment pas grand-chose, c'est des bouches de 5 watts, donc très sobre en besoin. On aura un brasseur d'air par sécurité pour les conforts d'été si besoin. On va en installer un au plafond dans la pièce de grande hauteur. On va pouvoir en mettre un petit au 2e étage ici. Donc ça pourrait faire quelques heures de besoin en période estivale si nécessaire pour augmenter les plages de confort ressenties. Mais pareil, quand ils sont à 40 watts, c'est vraiment un maximum. Et puis, on a un petit peu d'éclairage artificiel. Donc, malgré une très forte autonomie en lumière du jour apportée par la conception et la répartition des menuiseries vitrées, on a un petit peu, les soirs d'hiver, forcément, un petit peu d'éclairage artificiel. Donc, ça s'arrête là, c'est pas beaucoup. En plus, on a le projet d'équiper un pan de toiture orienté sud qui est actuellement, qui a une couverture métallique de faible pente. On a envie de l'équiper totalement de panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité à demeure. Et on pense opter pas tant pour un stockage, mais pour une revente au réseau avec, je dirais, autoconsommation avec revente de surplus. Je pense qu'on va opter pour ça. Sur la production d'eau chaude sanitaire, est-ce qu'il y a une petite cuisine, mais il y a aussi une salle de douche, etc. Qu'est-ce qui a été prévu? Oui, on a effectivement une petite cuisine où on a un petit peu de vaisselle. On a fait ce petit vestiaire qui est aussi à destination des gens qui vont, par exemple, faire du sport le midi, qui peuvent revenir se doucher là. Les paysagistes et jardiniers, parfois, peuvent aussi avoir besoin d'une douche là. Donc, on a choisi finalement un petit appareil mural assez simple qui est un chauffe-eau électrique, mais de nouvelle génération, assez efficace, de faible capacité et qui a un petit préchauffage de l'eau et qui lui aussi sera je dirais, couvert assez efficacement par les panneaux solaires. Et dès qu'on sera en panneau solaire photovoltaïque, on pourra basculer tous les usages en journée. Il n'y a plus cette philosophie de jour-nuit comme on l'avait avant, selon les tarifs d'abonnement qu'on a. Dès qu'on est généreusement installé en photovoltaïque, on va vraiment puiser les usages corrélés à la journée solaire pour être le plus possible en simultanéité. Ok.
On n'a pas parlé encore de l'eau et de l'assainissement. Mhm. Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous avez mis en place pour la récupération d'eau pluviale? Parce qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place. Et aussi peut-être pour l'assainissement. Alors pour les eaux pluviales, on avait une gestion de solutions compensatoires assez classique, c'est-à-dire qu'on a fait le point de l'eau qui est reçue sur la parcelle en préservant au maximum le chemin de l'eau naturel. Donc toutes les circulations extérieures qui sont en métal ajouré, comme vous pourrez le voir sur les images, ont permis de respecter le chemin de l'eau. Dessous, on a vraiment la pleine terre, on a le végétal qui pousse, etc. Donc ce sont d'autant moins de surfaces de ruissellement rapide vers le réseau. Et on a un petit calcul de solution compensatoire qui retient les eaux d'orage pendant 24 heures et va les relarguer au réseau de manière régulée en respectant un débit de fuite. On a installé ça, on a une solution de 6 mètres cubes qui est enterrée sous la cour technique où il y a les vélos. Et puis, on a l'ambition bientôt d'installer 2 cuves de récupération d'eau pluviale en série et de pouvoir puiser les quelques besoins qu'on a pour le jardin, la toiture terrasse, le patio, le jardin, de pouvoir être, si possible, totalement couvert en eau pluviale pour ces besoins-là. Okay. Y compris, les plantes intérieures aussi. Dès qu'on peut, comme on l'a fait dans d'autres projets, on arrose les plantes intérieures avec de l'eau pluviale également, c'est meilleur. Et pour les toilettes, est-ce que vous avez prévu un dispositif particulier ou vous êtes simplement raccordé au réseau de ville? Parce qu'ici, on est en milieu urbain. Pour les toilettes, on a utilisé pendant tout le chantier des toilettes sèches, mais on a une certaine exiguïté des plateaux de bureau qui nous a empêché de faire une installation pérenne avec un bac à l'arrière ou en dessous. La forme du projet nous rendait la tâche assez difficile alors qu'on est très féru de solutions d'assainissement écologique. Mais là, ça coinçait un peu et donc on a juste pu installer des petits lave-mains qui abondent la décharge de la citerne avec l'eau de lavage des mains, mais on n'est pas irrigué directement en eau pluviale. On n'a pas réussi. Il faut faire des compromis parfois dans les projets. On voit qu'il y a déjà plein de choses qui ont été mises en place très intéressantes. Maintenant qu'on a fait un tour un peu global des matériaux, des systèmes, de la conception, on peut parler peut-être du confort et de la vie en œuvre, on va dire, maintenant que vous êtes sur place depuis plusieurs mois. Quels sont les premiers apprentissages en termes de confort, d'une part, de ressenti, mais aussi peut-être de consommation par rapport à ce que vous aviez peut-être aussi calculé en amont? Alors, côté confort, c'est assez édifiant, c'est très net. Il y a une qualité de vie au quotidien qui est vraiment très, très élevée. On est très bien en confort d'été et de mi-saison. On prend le relais d'ailleurs des bouches murales de ventilation mécanique assez vite dès qu'il fait bon, parce qu'avec cette enveloppe très protectrice, on peut réouvrir les fenêtres légèrement dès la mi-saison, très tôt, et en phaser, augmenter le renouvellement de l'air intérieur en plus. Il y a un ressenti très agréable. Presque chaque poste a à côté une fenêtre étroite et haute, qu'on appelle des branchies, nous, qui permettent la décharge nocturne, mais également à côté de chaque personne au poste de décider d'avoir un petit filet d'air sur soi, avant de passer à faire un renouvellement de l'air et un ressenti plus frais par un brassage de l'air mécanique. On le fait toujours en naturel et là forcément on a des espaces tellement traversants que chaque endroit a un fil d'air continu assez efficace. Donc ça c'est très fort aussi et c'est tout à fait à gestion par l'usager à chaque poste. Ensuite, on peut dire qu'on a la gestion aussi solaire et de l'éblouissement qui est permise par un double dispositif. Dehors, on a on va dire des brises soleil en bois qui sont à lame, ajourées, qui sont manuelles, qu'on remonte avec une cordelette, qui permettent de casser absolument totalement le soleil direct au moment où on ne voudrait pas l'avoir pour des questions de surchauffe. Et si on est l'hiver, on va pouvoir laisser rentrer le soleil, mais en revanche, à certains moments, comme il y a une dynamique de course solaire, on doit casser le soleil direct avec un rideau intérieur pour ne pas l'avoir sur l'écran ou sur l'œil. Donc on a fait ce double dispositif qui est tout simple finalement.
Les deux sont conjugués. Ensuite, on a aussi cette question de régulation d'hygrométrie, on la sent fortement. Il y a vraiment l'impression de très, très cocon. On n'a pas de sursaut de température, on n'a pas de parois froides, il n'y a pas de condensation sur les parois, il n'y a pas d'aérolique parasite. Voilà, le soin à continuité de l'enveloppe, les ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, le manteau continu contribue fortement à ça. Pour dire autrement, vous allez beaucoup plus supporter une journée à 19 degrés thermomètre mesuré dans une enveloppe qui elle aussi sera à 19 par sa qualité, qui va aller en plus attraper le soleil d'hiver, plutôt que dans une enveloppe qui serait péniblement à 16, 16,5, à 15, etc. C'est très très net. Donc c'est très agréable de jamais de jamais avoir je dirais de sursaut thermique ou d'humidité. On le ressent très fortement. On cherche une stabilité maximale, température et hygrométrie à l'intérieur, passivement, hein, par la conception architecturale et les matériaux. Et Ça, c'est un point important, intéressant sur la température ressentie, effectivement, ou dans des projets anciens ou mal conçus, on peut avoir une température de l'air, effectivement, au thermomètre, comme tu le disais, de 19-20 degrés, celle qu'on règle sur le thermostat, mais des températures de parois qui sont froides parce qu'il y a défaut d'isolation, il n'y a pas d'inertie. Et du coup, on a une température ressentie qui est finalement beaucoup plus basse que la température de l'air. Et c'est là qu'on a des... La température opérative, c'est que c'est à peu près la moyenne entre température de paroi de votre pièce et température de l'air ambiant. Donc on voit très bien que si j'ai réussi à avoir 20 atmosphériquement par le soleil ou un émetteur de chaleur, donc consommateur d'énergie, et que j'ai mes parois qui sont que à 14, je vais être pile au milieu, je vais ressentir 17 degrés, donc je serai toujours en inconfort. Donc je vois bien que dans une paroi médiocre ou contemporaine mais trop vitrée, hein, vous n'allez pas faire de miracle avec un bon double vitrage. C'est pas mal, mais vous aurez pas mal de moments où il est malgré tout à 16, 16,5. Vous l'aurez jamais régulièrement dans l'hiver. Les nuits d'hiver à 19, 20, c'est pas possible. Donc cette qualité d'enveloppe, d'évitement de parois froides, elle est fondamentale. C'est la sobriété énergétique. C'est-à-dire que quand vous aurez... vous avez 20 atmosphériquement et une paroi à 19, vous ressentez 19,5. Ouais, c'est un concept important à comprendre aussi. Alors après, on va pas rentrer dans le détail, mais on peut parler d'effusivité, de notions comme ça qui caractérisent un peu le ressenti en fonction des différents matériaux. Mais c'est intéressant que tu parles d'effusivité. Par exemple, on s'est autorisé dans cette pièce-là, on est donc au rez-de-chaussée, rez-de-jardin du bâtiment. On n'est pas en bois comme dans les étages. On a choisi de faire de la pierre en sol. La pierre en sol pourrait être, comme on la connaît très souvent, glaciale l'hiver. Et très souvent, elle est pas posée sur un matelas isolant. On n'a pas fait le soin au pont thermique de périmètre. Et on va ressentir sur tous les premiers mètres du périmètre quelque chose de très froid qui va vraiment être ressenti par le corps et générer un besoin de chauffage aussi. Donc là aussi, on a pu prouver qu'on peut poser de la pierre, en l'occurrence ici sur un isolant qu'on a fait en chaux sable liège, granulé de liège, 13 cm d'isolant, et donc elle n'est pas du tout, elle a son effusivité naturelle, c'est-à-dire son contact froid, le temps que va mettre la main posée dessus à conférer sa température. Il y a un contact froid, c'est très net, mais on n'est pas obligé de cumuler ça, qui est favorable dès la mi-saison et l'été, hein, en plus. On n'est pas obligé de le cumuler avec une paroi non isolée et des flux thermiques périmétriques. Et d'ailleurs, sur l'isolation de la dalle, en plus du complexe chaux chanvre liège, il y a aussi au-dessus de la dalle béton un isolant complémentaire ou c'est Non, on n'a fait que ça. Il y a juste quelques zones de cette surface qui ont été faites en liège expansé massif et en panneau rigide, mais c'était parce qu'on a fait un peu des deux. Le lambda a obtenu la résistance thermique est assez homogène. C'est juste qu'on avait des endroits où on a passé des gaines électriques pour avoir des prises de sol. Et donc on a fait un peu du mélange fait à la bétonnière, donc chaux sable granulat de liège et des zones en liège expansé
pour terminer ensuite en pierre. Ok, très clair. Sur les apprentissages, est-ce que tu as une anecdote peut-être aussi amusante sur le chantier et aussi des choses que tu vois aujourd'hui que finalement tu ferais différemment demain sur un projet similaire parce que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas aussi bien que prévu? Non, apprentissage globalement, j'avais déjà fait des chantiers participatifs, mais je confirme la beauté des moments. Vraiment, tous les gens sont totalement transcendés par le travail, en particulier de la terre ici, mais il y a quelque chose de très fort, très fédérateur. Vous l'aurez tous compris, ça fait du bien. On fait plus assez de choses. On n'est pas, nous, en tout cas, on est très dans dans le numérique un peu. On travaille sur ordinateur, etc. On est très décorrélé de tout ce qui est naturel. Beaucoup de gens sont décorrélés du fer. Et le fer, je crois que ça fait du bien, ça fait du bien comme quand on était petit. Et donc, il y a la beauté des moments, des grands moments de participatif, et tous les gens qui nous en parlent encore aujourd'hui et qui reviennent voir ça. Il y a eu aussi, je trouve, les témoignages maintenant de nos équipes et avant, des fois même pendant le chantier d'équipes, des entreprises qui sont intervenues, artisans, le charpentier et ses équipes, etc., qui comprenaient la logique qui avait fait farouchement la chasse aux polluants, aux matériaux de la pétrochimie et tout ça pendant le chantier, à la nocivité même de manipulation. Et en fait, ça fait plaisir d'avoir déjà leur témoignage, ça n'a échappé à personne et on n'a pas arrêté de nous poser des questions collatérales ou des questions techniques qui complètent un peu les connaissances des gens. Vous pouvez tout à fait faire du bois, par exemple, en étant très éloigné des principes bioclimatiques et de qualité des isolants biosourcés, etc. On peut donc, Et même de préservation des ressources, il y a des bois qui peuvent venir de très loin et oui, qui peuvent être exactement. du coup, finalement plus néfastes peut-être même que d'utiliser un ciment Oui, local tout à fait. s'il y a beaucoup de transport, etc. C'est là où on va souvent parler d'approche systémique, d'avoir l'honnêteté et l'intérêt pour une approche de projet très globale, une démarche holistique qui va analyser tour à tour tous les tenants et les aboutissants et faire des arbitrages multicritères. Tout est choisi ensemble et tout a un effet imbriqué. Voilà. Je voulais évoquer peut-être un dernier point aussi, c'est concernant le volet financier, économique d'un tel projet. On entend que parfois l'éco-construction, les matériaux écologiques, ça peut coûter plus cher que des matériaux plus standards, plus conventionnels qu'on nous propose de manière un peu plus automatique. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Ça dépend des fournisseurs, ça dépend des modes de mise en œuvre, etc. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Quel chiffre tu peux partager par rapport à ce projet, peut-être en coût par mètre carré, ou voilà, quels éléments tu peux partager sur ce volet économique, sur un projet qui, on va dire, est exemplaire en termes de performance, d'ambition, de matériaux, et on voit bien que ça se répercute fortement sur le confort, donc c'est vers ça qu'il faut aller. Mais est-ce que tout ça, ça rentre dans une équation économique qui est quand même tenable pour tout un chacun? Voilà. C'est quoi le retour d'expérience? Oui, alors le retour d'expérience globalement, malgré une conjoncture assez compliquée, les négociations des lots les plus importants comme la charpente ont été faites 2 mois après le lancement de la guerre en Ukraine. Donc il y avait déjà eu une déstabilisation des marchés très fort avec la période Covid, des questions de tension énergétique, ensuite avec hélas la guerre en Ukraine. On était au pire de la tension et de l'instabilité et du manque de visibilité même des entreprises. Donc les gros devis étaient à valider en 7 jours. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais c'est assez inconfortable. Et donc on a dû très vite prendre des décisions et on ne souhaitait pas perdre le cœur des qualités du projet. On a dû accepter de perdre une cuve d'eau pluviale qu'on a citée tout à l'heure. Bon, c'était... voilà, elle
elle entraînait beaucoup de frais connexes qui étaient à ce moment-là tout à fait inadmissibles. On a aussi, pour être honnête, gardé quelques tâches à faire nous-mêmes en finition. On aime bien bricoler, pour être franc, donc on a gardé quelques éléments à faire nous-mêmes. Mais globalement, on peut quand même se dire que je pense que c'est un projet assez compétitif. Je vais aussi pouvoir... c'est corrélé aussi au retour qu'on a sur nos projets professionnels. Globalement, si je sors les fondations spéciales, ce qu'on fait souvent pour les comparatifs de projets, on est sous 2450 euros hors taxe du mètre carré. Donc c'est pas voilà, c'est pas non plus c'est un effort un peu supérieur au strict conventionnel qui aurait pu être fait en je sais pas par pain, certaines laines minérales ou quoi que ce soit, mais on est allé chercher des qualités qui font déjà leur preuve de sobriété en exploitation. Dans les calculs de coût d'investissement, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête le succès en usage du confort d'été sans clim, de réduire les besoins de chauffage. Là, par exemple, on se l'est dit tout à l'heure, mais on a consommé 180 euros de granulés l'an dernier pour chauffer le projet. Bon, voilà, qui fait au total 140 mètres carrés. Donc c'est bon, c'est sobre et ça nous intéresse de ne pas être sujet à des dérives de coûts par la suite de l'opération. Le cours du granulé a varié un peu, hein, mais maintenant on en a une photographie sur plus de 12 ans. Il a sa stabilité quand même assez importante. Et puis, on trouve aussi, il y a eu des fois des gens qui ont évoqué que le granulé était parfois fait à partir de forêts, enfin, je veux dire, en prenant du bois qui était destiné à autre chose initialement. Moi, faut pas s'affoler. Je veux dire, on est en train de comparer des impacts sur l'environnement. On n'a pas très envie d'acheter de l'énergie à des pays dont géopolitiquement on n'est pas très en accointance. Il faut aller vers l'indépendance la plus forte localement, déjà de production de l'énergie. Et puis si vous auriez, quelle que soit la source énergétique que vous avez choisie, si vous vous efforcez à être sobre dans votre besoin, vous aurez réussi votre équation, hein, de toute évidence. Donc sobriété d'abord, comme le propose l'association Négawatt d'ailleurs, et ensuite le peu qu'il y a encore à produire, on fait un comparatif selon les besoins du projet et on va au plus qualitatif, au moins impactant. Donc globalement, je pense que il n'y a pas eu de dérive du tout de coût, c'est très maîtrisé malgré des qualités de matériaux, une certaine noblesse qu'on a pu choisir au global, assez inhabituelle à aujourd'hui en tout cas en bureau. Et il m'importe de préciser qu'on a fait un récapitulatif de tous nos projets. On en est entre 50 et 60 projets analysés de tout type, réhabilitation neuf, enseignement, bureau, toute nature. On peut dire qu'on n'est pas plus cher en étant radicalement, fortement, en incorporant du biosourcé et du géosourcé très fortement. Et ça, je crois qu'à chaque fois, on a pu l'atteindre en travaillant très tôt avec l'ensemble de l'équipe qui était autour de nous, avec les architectes, avec le reste de l'équipe, les bureaux d'études structure, fluide, tout le monde, en accointance avec la maîtrise d'ouvrage, qui nous a permis très tôt de travailler avec des leviers dans la même enveloppe financière, de travailler avec des leviers que sont le ratio de vitrage, la compacité, la logique de circuler, les pertes de place parfois dans les circulations intérieures, les volumes des fois sous charpente, etc. Des choses qu'on n'a peut-être pas en tête, mais qui ont été des leviers qui ont permis toujours de conserver les objectifs, de ne pas céder sur le cœur de ce qui était souhaité pour le projet. Donc c'est une confirmation que voilà, c'est faisable de réaliser des projets d'éco-construction dans une enveloppe tout à fait cohérente. Tu citais 2400 euros hors taxe du mètre carré sur de la construction neuve, hein, je le rappelle. C'est assez proche de ce qu'on peut voir de manière très conventionnelle aujourd'hui dans le bâtiment. Quel conseil toi tu pourrais donner à des personnes qui sont porteurs de projets? Alors ça peut être des particuliers, mais c'est voilà, ou des maîtres d'ouvrage qui veulent s'engager dans un projet soit de rénovation, soit de construction neuve, mais avec une forte ambition environnementale. Qu'est-ce qu'ils doivent garder en tête, peut-être un ou deux points vraiment fondamentaux qui leur permettent
d'aller vers la réussite de ce projet, vers la tenue de leurs ambitions? C'est quoi pour toi les points importants? Je dirais globalement, ce qui est important, c'est que je dirais le temps donné au montage du projet, à sa genèse. Je recommanderais jamais assez de se poser sur la programmation, même si on parle d'habitat, hein, juste le besoin, quelle surface pour quel usage. Si on fait une réhabilitation de très grand volume, les gens qui se mettent sur des longères, des choses comme ça, de faire attention à plutôt que de dire je fais la totalité, alors que c'est beaucoup plus de mètres carrés que ce dont j'ai besoin, la totalité avec une enveloppe thermique merveilleuse de été-hiver, peut-être se dire qu'ils peuvent se concentrer sur un cocon hivernal parfaitement abouti. Je ne crois pas aux espaces qui sont en sous-qualité et qu'on verra plus tard, etc. Moi, j'avouerais, je trouve plus pertinent de cibler voilà, la zone minimale à faire parfaitement aboutie, en commençant dans l'ordre, des toitures qui font vraiment leur travail de carapace, de bouclier solaire. Elles ont un rôle très important de gestion du confort d'été. Elles ont un rôle, quand on va vers les isolants biosourcés, on arrive à s'affranchir du truc où j'arrive pas à dormir sous la toiture l'été, c'est complètement fou. C'est très facilement faisable grâce au déphasage. Il vaut mieux aller vers un déphasage de plus de 12 heures et un amortissement de la variation extérieure sur 24 heures qui est le plus fort possible, amortir l'amplitude extérieure par la stabilité qu'on cherche à avoir. Donc réussir la carapace et ensuite être logique dans l'ordre, préférer mettre des menuiseries vraiment de qualité que de les remplacer de manière désordonnée en faisant des sacrifices sur leur qualité. Ça, je trouve ça assez important. Ensuite, je dirais de bien prendre le temps de repérer aussi, de demander autour de nous les artisans recommandés, le sourcing matériaux, c'est intéressant. Ils peuvent aussi localement appeler des gens qui sont spécialisés dans les biosourcés, qui sont des fois des revendeurs de biosourcés qui sont très sachants, d'un conseil technique très important comme Arboga par exemple localement. Et puis peut-être aussi de visiter des projets avant de se lancer. Donc je pense que ce temps-là, il est important, il fait défaut dans un nombre incalculable de projets. Alors que si on convient qu'on fait ça au moins pour... normalement, l'obsolescence programmée ne devrait pas être embarquée dans nos opérations. On travaille pour plusieurs dizaines d'années, et j'espère encore plus. Donc, aucune raison de faire ça en branle-bas de combat mal. Ouais, c'est un très, très juste conseil, merci. On arrive à la fin. Il y a une question que je pose à tous les invités, c'est si tout était possible, à quoi ça ressemblerait pour toi ta maison idéale? Donc tu peux parler d'architecture, de matériaux, peut-être même de contexte géographique. Voilà, c'est une question ouverte. La maison idéale, si tout est possible, pour moi, elle est aboutie, elle est généreuse, elle remplit bien ses ambitions initiales. Donc j'en reviens aux questions du sacrificiel. Attention à ne pas perdre, réunir les conditions financières et temporelles pour pouvoir faire le projet de manière bien aboutie. On veut pas faire tout ça pour rentrer dedans et déjà déplorer des manques de qualité. Donc je pense ce premier point. Je dirais de pas craindre la rénovation. Dans le mouvement de la frugalité aujourd'hui, on rappelle beaucoup que le premier réemploi, c'est quand même le fait de conserver l'existant et de lui donner une nouvelle vie. C'est peut-être sa 10e vie ou juste sa 2e, mais en tout cas de le requalifier. On sait tout à fait le faire pleinement avec le respect de la totalité des notions de physique du bâtiment, de sciences des matériaux. Tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure est faisable en rénovation. C'est même très intéressant. On a parfois des qualités même qu'on n'arrive pas à reproduire facilement en neuf, hein, avec une certaine matérialité qui est là, de la pierre, de la brique, des ratios d'ouvrants qui sont tout à fait bien proportionnés parfois, etc. Je dirais aussi de ne pas avoir peur des mitoyennetés. Il y a cette espèce de lubie de la maison toute seule sur son terrain.
C'est un peu dommage quand même, on est dans les plus piètres capacités quand on fait ça. Et lorsqu'on a des mitoyennetés, je peux prouver là aussi qu'on peut les réussir au niveau acoustique pour absolument jamais entendre quoi que ce soit d'à côté. En revanche, vous allez économiser de la vêture de façade, du bardage, de l'isolation, vu que vous serez on peut dire, en solidarité énergétique avec vos voisins. Donc n'ayons pas peur des mitoyennetés, ça peut donner des formules hyper chouettes à faire où vous allez payer que 2 façades et une toiture. Euh, si vous êtes mitoyen sur 2 faces, hein, bien sûr. Donc ne pas craindre ça. Même les petits jardins peuvent être assez intimistes et bien travaillés pour gérer les vues, etc. Je dirais aussi de se rappeler de beaucoup solliciter, incorporer le végétal dans les opérations. On devrait l'inclure en matériaux de construction. C'est beau, ça évoque beaucoup de choses d'agrément à l'occupant. C'est contributif du microclimat, très clairement, de la réduction des inconforts d'été, des îlots de chaleur urbains. Il peut participer à l'ombrage façade, baies vitrées, etc. Il peut englober dans nos climats-là des pièces extérieures, une loggia, une pergola, un bout de jardin, pour pas juste subir de la canicule, mais il peut être couvert sous une pergola, de la vigne, du kiwi, ou ce que vous voulez. C'est efficace. Et ensuite, à l'intérieur aussi, la plante peut tout à fait être un allié intéressant de qualité d'usage. Et ensuite, voilà, sur la matérialité, je recommanderais de pas lésiner, de faire voilà, sur le bois, la paille, la terre et tout autre biosourcé. Le chanvre aussi est beaucoup utilisé. Et de bien prendre le temps de balayer toutes ces qualités-là, de bien avoir en tête qu'on peut réunir répondre à l'équation de l'ensemble de vos doléances de qualité, tout à fait possiblement avec un petit peu de temps de réflexion. C'est le maître mot. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent, peut-être pour les inspirer sur les sujets dont on vient de parler? Oui, je pense que, outre ce que vous avez pu repérer déjà par vos propres moyens, n'hésitez pas à vous intéresser à des publications qui sont proposées. Le mouvement de la frugalité, par exemple, de la frugalité heureuse et créative, propose une collection depuis quelques années qui s'est faite région par région, qui a identifié des projets inspirants sur leur approche frugale, frugalité en énergie, en sol, en matériaux et en nouveaux processus. L'opus, par exemple, pour la Nouvelle-Aquitaine est sorti l'an dernier, en 2023. Il est là, ce sont 28 exemples inspirants de projets frugaux en Nouvelle-Aquitaine. Et les autres régions de France sont tour à tour traitées également, avec des exemples très inspirants en tertiaire, en réhab, en neuf, en petite échelle et très grande. Il y a aussi, pour ceux qui ont envie de se plonger dans la construction terre, un très bel ouvrage publié par Crater qui s'appelle Traité de construction en terre, qui est vraiment une bible sur le sujet. Sur la construction bois spécifiquement, il y a Mathieu Fuchs et Julien Mussier qui ont sorti il y a 2-3 ans Construire avec le bois, publié au Moniteur. Passionnant également, avec des détails de construction intéressants à respecter, beaucoup de références. Sur la terre crue, à nouveau, il y a eu la collection proposée par Chapeau et Bottes de architecture, la terre un grand cru, passionnant également. Et puis, je dirais, plus généralement, vous connaissez peut-être cet ouvrage de David Wright, Manuel d'architecture naturelle, qui est publié aux éditions Parenthèses et qui est un recueil bien didactique, assez pédagogique de tous les sujets de bioclimatisme qui nous intéressent. Alors je mettrai les liens de tous ces ouvrages, je te remercie, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver. Une dernière question, est-ce qu'il y a un mantra ou une situation qui vient souvent à l'esprit, qui t'anime dans la conception, la réalisation de tes projets ? Alors, moi, ce sera plutôt de l'ordre de... J'aime bien parler de l'approche des projets, de l'idée de revenir vers une approche organique. Ça m'intéresse beaucoup. On fait exprès on reparle même de métabolisme.
On dit qu'en gros, l'enveloppe d'un bâtiment est un derme, et il y a des organes à l'intérieur, des échanges de flux avec l'extérieur, et cette notion de physique qui est pour nous en résonance avec le corps humain et les besoins de l'occupation qui ont été trop souvent oubliés. Et c'est ce volet-là qui nous paraît intéressant de mettre au cœur à tout moment de la conception. Merci beaucoup Julien pour cet échange détaillé sur ce beau projet. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si elles nous écoutent en audio, à découvrir aussi les images du projet, à la fois sur la chaîne YouTube et également sur le site lacaserobinson.fr. Bravo à toi et à toute l'équipe de 180 degrés ingénierie pour la conception et la réalisation de ce bâtiment démonstrateur qui permet justement de montrer que des réalisations sont possibles en milieu urbain, avec certaines contraintes, avec des matériaux sains et une grande performance. Et surtout, on le perçoit, un grand confort de vie, c'est quand même ça qu'on recherche. Donc bravo, et puis je te souhaite le meilleur pour les futurs projets. Merci à toi François-Xavier, et merci pour ces modalités de diffusion qui sont à mon avis très, très, très fondamentales. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.